Bonjour à tous. Effectivement, je suis Fanny. Je suis la chargée de mission amont et première transformation au sein de l'interprofession FIBOA Hauts-de-France. Aujourd'hui, on a souhaité, en partenariat avec le FCBA, proposer un webinaire sur le séchage. En fait, ce webinaire s'inscrit dans un programme de cycle de webinaires. Notre objectif serait de réussir à instaurer des rendez-vous réguliers, des habitudes euh, de webinaires, de transmission d'informations auprès des entreprises de transformation. On sait qu'en tant que chef d'entreprise ou je pense parmi les inscrits des employés, vous êtes très très occupés et parfois il peut être un petit peu compliqué de concilier ces obligations du quotidien avec l'intérêt de rester à jour et même de se projeter. Ce webinaire sur le séchage, en fait, c'est le premier webinaire d'un cycle. On communiquera bientôt sur les prochains webinaires. On espère pouvoir faire un webinaire un peu au rythme des saisons et évidemment des sujets d'actualité. Alors pourquoi le séchage? Alors évidemment, il y a un contexte qui est quand même assez particulier, vous le savez. À titre d'exemple, depuis l'entrée en vigueur de la RE 2020, on sait très bien que la demande en bois augmente et va continuer à augmenter, euh, de fait par les effets de la réglementation, de la nécessité d'utiliser des matériaux biosourcés. Vous avez aussi des problématiques comme les scolites qui font que la pression sur l'utilisation des feuillus, la maîtrise de la transformation et du séchage du feuillu augmente, sans parler du coût des énergies. Le séchage apparaît bien comme un sujet d'actualité et contrairement à ce qu'on pourrait penser, au moins au niveau de la première transformation en général, euh, toutes les entreprises ne sont pas en possession d'un séchoir. Malheureusement, pour certaines, lorsqu'elles en ont un, elles ne l'utilisent plus pour diverses raisons qui peuvent être techniques ou économiques. Il apparaît quand même assez important de rester au courant sur ce qu'on peut faire en matière de séchage, sur les technologies, la réglementation, quand il s'agit par exemple de traitements phytosanitaires. Et évidemment, selon les objectifs de chacune des entreprises, l'intérêt peut porter sur, par exemple, la gestion de la couleur, pardon. Ça peut être de la recherche d'un taux d'humidité qui doit être très faible sur demande d'un client ou d'un marché spécifique. Il y a évidemment une problématique de rendement et tout ça sans plomber la facture. Tout ça amène encore même à se poser des questions sur ces outils et sur les technologies qu'on peut utiliser selon nos propres, enfin, du moins vos propres objectifs. Donc voici pour le contexte. Euh, alors je crois qu'on a déjà passé la partie programme, donc c'est pas grave. Je vais laisser. Ah voilà. C'était la partie contexte et je vais laisser la parole donc à Clément Lostis du FCBA qui va pouvoir introduire dès maintenant l'importance du séchage et ses impacts sur le matériau. Merci Fanny, bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Je suis Clément Lostis, ingénieur d'études et de recherche à FCBA sur la thématique du séchage. Je travaille à la fois sur des problématiques de R&D, mais aussi sur des questions d'appui technique hein, en fonction de besoins précis d'entreprise ou encore de formation. Alors, comme le disait très bien Fanny, on a des enjeux actuels qui sont assez variés et très importants et qui concernent le séchage. Donc, ça fait partie des éléments qu'on va commencer par voir, hein, tout ce qui va concerner l'importance du séchage par rapport aux propriétés du matériau et puis par rapport aux débouchés, donc aux aspects marché produit. Voir ensuite comment on va pouvoir le faire, quels sont les principes et moyens du séchage d'une façon générale pour réussir à atteindre ces objectifs. Ensuite, on verra aussi qu'il y a des nouvelles solutions qui vont pouvoir se développer, on l'espère, le plus vite possible pour pouvoir répondre à un certain nombre de ces problématiques. Et puis une petite partie qui est traitée relativement à part, qui va concerner les aspects des traitements phytosanitaires essentiellement le traitement NIMP15, hein, qui a une importance évidemment majeure dans le domaine de l'emballage et qui est traité un petit peu à part parce qu'on ne parle pas de séchage à proprement parler, même si bien évidemment les équipements sont souvent les mêmes.
Donc, en ce qui concerne l'importance du séchage, on va voir que ben, l'impact du séchage, donc de la teneur en humidité du matériau, va avoir une importance majeure pour énormément de propriétés et donc de débouchés euh, au niveau des sciages et des différents produits bois. Alors, la teneur en humidité, c'est une propriété, donc la quantité d'eau qui va être contenue dans le matériau par rapport à la quantité de bois de matière sèche. C'est une grandeur qui va impacter la quasi-totalité en fait euh, des propriétés qui vont nous intéresser en termes de commercialisation derrière. Donc, en premier lieu, ben, on va avoir la dégradation biologique, hein, tous les aspects d'attaque, notamment fongiques, les problématiques de fente de déformation qui sont bien connues au niveau qualité par rapport au process de séchage, qui sont souvent mis en avant, mais comme on le voit ici, qui ne sont pas les seuls éléments à rentrer dans l'équation. On va avoir aussi tout ce qui est aspect esthétique, hein, qui peut avoir une importance très très importante en fonction des différents marchés. Les aspects mécaniques, bien évidemment, qui vont à la fois impacter les propriétés du matériau, être importants dans le procédé de séchage également, et puis les aspects de collage de finition qui sont actuellement et de plus en plus important. Alors, on va voir un petit peu plus en détail ces différents éléments. En ce qui concerne la dégradation biologique, bon, on va avoir trois grands types, on va dire, de, de champignons en premier lieu qui vont pouvoir attaquer le bois. On va voir tout ce qui va être pourriture, hein, comme on voit sur les illustrations ici, donc une dégradation de la matière qui va finir par être réduite à l'état de poussière. Alors c'est très intéressant d'un point de vue durabilité du matériau, le caractère environnemental, donc renouvelable, dans la mesure où bah, ça permet de recycler naturellement, on va dire, ce matériau. Ça, la nature ne nous a pas attendu pour le faire. Bien évidemment, quand on veut mettre en œuvre du bois, on veut à tout prix éviter que ça se produise. On va avoir ensuite tout ce qui est moisissure, donc là, des champignons qui vont se développer à la surface, qui concernent énormément les bois d'emballage, hein, et d'une façon générale, tous les bois qui vont être transportés, notamment dans des camions bâchés fermés, dans des conteneurs maritimes, où là, la teneur en humidité ben, va avoir un impact énorme, et plus on va avoir des bois secs, plus on va limiter le risque en fait, de dégradation fongique. Donc ça, c'est des problématiques assez régulières. Et puis on a enfin le champignon de bleu ou de bleuissement, donc qui est malheureusement très très connu hein, depuis maintenant quelques années, en particulier en raison de la crise des scolites de l'épicéa. Donc le scolite, c'est un petit insecte qui vient sous l'écorce et qui va provoquer la mort de l'arbre. En tant que tel, il ne va pas creuser des galeries profondes, donc il ne va pas impacter le bois directement par des trous. Par contre, il va venir notamment avec ce champignon de bleu hein, en symbiose, et le champignon de bleu va pouvoir se développer dans toute la masse, alors sans dégrader comme pour les pourritures, mais il va provoquer une coloration qui va être plus ou moins accentuée, et plus on va laisser le temps au champignon de se développer, évidemment, plus cette coloration va être accentuée. Donc, ce qui va impacter après l'aspect commercialisation quand l'aspect esthétique est important. Même si, encore une fois, sur ce champignon de bleu, il n'y a pas de dégradation mécanique. Alors, d'une façon globale, sur tout ce qui est fongique, on a des risques au-delà de 18% d'humidité hein, ou de teneur en eau. Ça indique évidemment l'intérêt du séchage est de sécher le plus rapidement possible à des teneurs en eau qui soient inférieures à ces 18% pour éviter le risque de développement fongique. Donc, on va éviter ces dégradations esthétiques, mais mécaniques, aussi des risques sanitaires, parce que des bois qui vont être humides, qui vont notamment ben, connaître un développement de moisissure, ça va pouvoir engendrer ce type de pathologie, ce qui est évidemment à éviter. Voilà, donc ça, c'est un des risques aussi principaux. Et le séchage permet de limiter l'apparition de l'ensemble de ces dégradations même si, là encore une fois, on le verra en ce qui concerne le conditionnement, bah, ce n'est pas quelque chose qui va être forcément définitif. Et donc, une fois que le bois est sec, le reste du travail consistera à garder le bois sec, éviter les reprises d'humidité,
puisque des dégradations pourraient réintervenir par la suite. Alors ensuite, on va voir la problématique des déformations et des fentes. C'est, comme je disais, les deux problématiques qu'on va regarder généralement à l'ouverture d'un séchoir en fin de cycle, et on va constater plus ou moins de déformations. Alors dans les deux cas, ça va provenir de la même problématique, ce qui est en fait un air trop sec, hein, qui va provoquer un séchage beaucoup plus rapide à la surface ou dans certaines zones que dans d'autres, donc un retrait du bois qui va créer des contraintes et in fine des déformations ou des fentes quand on va au-delà des propriétés de résistance du matériau. Il y a quand même des différences d'apparition de ces deux phénomènes, puisque en ce qui concerne les déformations, pardon, les contraintes de croissance, notamment de l'arbre, donc la qualité, on va dire, de la sylviculture, vont avoir un rôle qui va être majeur, euh, peut-être plus que pour les fentes ou les gerces, hein, qui sont un type de fente, même si, évidemment, là aussi, la qualité pourra jouer. Mais on le voit très bien sur l'illustration qu'on a ici. Donc là, entre les deux sillages que vous avez ici, donc, qui sont des sillages de tremble, on a une dizaine de centimètres, hein, ce qui indique une très forte flèche, donc, qui sont issus d'un lot où finalement seules quelques planches avaient connu ces déformations-là. Donc pas vraiment lié au process de séchage en tant que tel, hein, mais en fait, en remontant à l'origine de l'arbre, on s'était rendu compte que c'était un arbre qui avait poussé de façon extrêmement penchée, donc avec une formation de bois de tension, qui perturbait à la fois donc l'homogénéité du séchage, puisque le séchage était plus lent dans ce bois-là, et puis aussi révélait des contraintes de croissance de l'arbre. Donc là, on a un gros impact aussi de la sylviculture, qui, on le verra, pourra être certainement traité à l'avenir pour améliorer les aspects qualité. Donc, c'est des phénomènes voilà, qu'on va retrouver très, très classiquement et qui peuvent être quand même très liés au process de séchage. Donc, encore une fois, un air trop sec. Souvent, on pense à des problématiques de température. En réalité, la température ne peut intervenir qu'indirectement sur ces phénomènes-là. C'est vraiment des phénomènes d'humidité qui sont mis en cause. On a ensuite tous les aspects esthétiques. Alors les aspects esthétiques, ils sont extrêmement variables. Ils peuvent être liés très directement au procédé de séchage en lui-même, comme par exemple sur ce carrelet de hêtre. Donc on voit le cœur qui est beaucoup plus foncé que la périphérie, ce qui nous indique en fait une montée en température euh, trop rapide par rapport à l'humidité du bois. Donc humidité plus température, c'est deux paramètres qui vont provoquer des changements de teinte. Donc le bois va foncer. Ça, c'est un exemple où c'est vraiment au niveau de la table de séchage, du process de séchage qu'on va pouvoir gérer les choses. On a d'autres phénomènes. Ici, dans le cas de la discoloration du chêne, alors c'est moins facile à gérer, mais c'est aussi là aussi lié à des process, à des méthodes de séchage où on a une humidité qui va être trop importante en début de séchage. Donc ça aussi, en travaillant sur soit la table dans un pré-séchoir, par exemple, ou les conditions de séchage, soit le stockage, si on est en séchage ou réessuyage à l'air libre, eh ben, on va pouvoir euh, améliorer la situation. Après, on a d'autres éléments qui sont moins directement liés. Là encore sur du chêne, on a une tache de jaune, donc il y a un champignon qui se développe sous les lattes. Donc là, on est moins sur la table de séchage que sur des questions de conditionnement. Et là, on va pouvoir jouer notamment en revoyant le lattage, la typologie des lattes. Donc les causes, elles sont à la fois sur le séchage, sur d'autres paramètres qui ne concernent pas le cycle de séchage en tant que tel, notamment sur les aspects biologie, hein, puisque même des bois qui ne seront pas mis en séchoir, pas séchés, vont pouvoir se discolorer, on l'a vu avec la question des scolites. Dans tous les cas, effectivement, on va avoir des problématiques d'homogénéité de teinte, donc des bois qui vont pouvoir être fortement dépréciés. Il y a aussi des aspects qui vont concerner donc le marché. Est-ce que mon client veut plutôt des bois clairs ou plutôt accepte des bois foncés? Donc tout ça, ça va conditionner la méthodologie mise en œuvre pour le séchage.
Par exemple, en ce qui concerne l'étuvage, qui va permettre d'avoir des bois avec une teinte plutôt homogène, cet étuvage, eh ben, on va le conduire ou pas en fonction des attentes clients sur la teinte. Si j'ai un client qui a besoin d'avoir vraiment des bois qui sont très clairs, je ne vais pas pouvoir étuver et je vais devoir adapter mes tables de séchage par ailleurs. Alors ensuite, un aspect qui est peut-être moins intuitif, auquel on pense moins, qui va concerner la résistance mécanique. Alors plus un bois va être humide, moins, moins il va être résistant à température équivalente. C'est-à-dire que si je mets en œuvre un bois humide, il va risquer de plus se déformer, notamment favoriser des phénomènes de fluage, etc. Donc c'est une autre raison pour laquelle on va pouvoir favoriser le séchage. Alors il y a la combinaison évidemment avec les dégradations biologiques, puisque si on met en œuvre des bois qui ne sont pas séchés, ben, il y a un risque de développement fongique, notamment de pourriture, qui vont pouvoir dégrader le matériau. Donc évidemment, ça va se combiner et le résultat peut être tout à fait dramatique. Alors, je vous mets que ça peut être exploité pour le cintrage, bah, notamment pour tout ce qui va concerner la tonnellerie, mais pas uniquement, hein, pour faire des profilés divers, que ce soit pour des questions d'ameublement, de bois de structure qui vont pouvoir être cintrés, notamment dans le cas de la mêlée collée. La teneur en humidité va être importante. Ça rentre en compte évidemment dans les calculs normatifs. Alors, vous avez un petit exemple ici avec le module d'élasticité du bois. Donc, plus il est important, plus on va avoir un matériau globalement qui va être rigide. Et vous voyez que donc en fonction de la température et en fonction de l'humidité, ben, plus le bois est humide, plus il va être, plus ce module va être bas, donc moins le bois va être rigide d'une certaine manière. On voit que les différences sont même très importantes, donc ça a un intérêt important pour la mise en œuvre, pour la mise en œuvre des différents matériaux soumis à une sollicitation mécanique. Et enfin, il y a un point qui est particulièrement important concernant la teneur en eau, sur lequel j'insiste, étant donné que c'est aussi un élément qui se développe de plus en plus, c'est tout ce qui va concerner les aspects collage et finition. Alors en particulier, le collage en ce qui concerne bah, tous les bois d'ingénierie, la mêlée collée, bois croisé, etc. Donc pour ces applications, on va utiliser des cols. Les cols, c'est des produits de synthèse donc, qui sont faits pour fonctionner sur des plages extrêmement spécifiques. Et si vous les appliquez donc, sur ces plages-là, ils sont très performants. Si vous les appliquez en dehors, ben, le produit n'est plus fait pour cette plage-là, et donc on va dégrader énormément les performances. Donc c'est pour ça qu'en termes de séchage, on va avoir besoin d'une très bonne maîtrise de l'humidité, donc à la fois des valeurs faibles. En général, c'est autour de 12%, plus ou moins 2. Alors, ça peut varier en fonction des cols qui vont être utilisés notamment, mais donc on sèche à une teneur en eau qui est généralement relativement basse et avec une homogénéité, c'est peut-être ça le plus difficile, hein, faire en sorte que j'ai une dispersion la plus faible possible pour pouvoir coller dans les bonnes conditions. Et concrètement, si j'ai des bois qui sont hors tolérance, je suis censé les déclasser hein, et ne pas pouvoir du coup les utiliser, ce qui me fait finalement un taux de rebut. Donc soit si l'humidité est trop élevée, je dois ressécher, ce qui est forcément très pénalisant d'un point de vue économique, soit si le bois est trop sec, éventuellement attendre qu'il reprenne en humidité ou tout simplement bah, je les mets au rebut. Voilà, donc en séchage naturel, on a une homogénéité de séchage qui correspond à ce cahier des charges qui est quasi impossible à atteindre, hein, parce en séchage alors, naturel ou à l'air libre, on ne maîtrise rien par définition. La température et l'humidité est imposée par la météo. Donc c'est très difficile d'atteindre des standards industriels avec des conditions qu'on maîtrise absolument pas. Donc ça ne veut pas dire non plus que le simple fait de posséder un séchoir, donc d'avoir accès au séchage artificiel, va me permettre d'atteindre ces humidités. Il faut à la fois avoir évidemment les équipements, mais aussi la maîtrise, la maîtrise donc d'un point de vue méthode, entretien du séchoir, avoir des éléments de mesure qui vont être fiables, etc. Et puis des méthodes, des tables de séchage adaptées, des modes de chargement qui vont être adaptés. Vous avez une illustration, par exemple, ici, du profil d'humidité dans un sillage de 30 mm avant et après une phase de séchage qu'on appelle la phase d'équilibrage, donc qui a pour but de donner de l'homogénéité même
au sein même d'un sillage. Donc on voit qu'avant cet équilibrage, on a un profil ici en bleu qui est très variable puisqu'on a une humidité qui va de 4 à 13%. Donc 4% en surface. Après l'équilibrage, j'ai une humidité qui varie entre 8,5 et 10% environ, donc quelque chose de beaucoup plus resserré, quelque chose de beaucoup plus maîtrisé. Donc en fonction de la durée de cette phase, des conditions imposées, évidemment, je n'aurai pas non plus les mêmes résultats. On voit là tout l'intérêt de la maîtrise du procédé. Voilà, donc comme on l'a vu, c'est une opération, le séchage, donc qui va agir directement sur la teneur en eau du bois qui va être crucial pour avoir des bois de qualité. Par qualité, j'entends tous les paramètres qu'on a vus et en particulier l'homogénéité de plus en plus dans ce contexte de croissance du marché des bois collés. Donc c'est une maîtrise qu'il faut avoir. Il faut à la fois, pour pouvoir le maîtriser, aller vers le développement des matériels et aussi le développement des connaissances de la maîtrise du procédé. Euh, il y a un élément qu'on prend généralement assez peu en compte et sur lequel on le reverra, il conviendra de travailler, c'est la valorisation de cette ressource et la prise en compte en particulier de la variabilité. On est sur un matériau, le bois, qui est naturel, alors plus ou moins, on va dire, en fonction euh, éventuellement de cultivars ou de pratiques sylvicoles qui sont mises en place, mais on a de toute façon une variabilité qui va être importante, qu'il va falloir prendre en compte. On l'a vu notamment dans le cadre des déformations, je parlais de bois de tension, de déformation, ça va impacter directement. Donc il y a certainement un travail au global à faire là-dessus qui va être important. Alors, on a vu les enjeux, l'intérêt du séchage et l'importance de maîtriser la teneur en eau sur différents aspects. Maintenant, on va voir quels sont les grands principes et les moyens qu'on a actuellement pour le conduire. Alors, tout d'abord, ça c'est un schéma, un petit tableau que j'aime présenter. On peut schématiser le séchage sous la forme de la combinaison de deux phénomènes qui vont être à la fois l'évaporation, puisque le séchage, il s'agit bien d'enlever de l'eau qui est sous forme liquide dans le bois, donc de la passer en phase vapeur dans l'air, phénomène d'évaporation qui va se produire en surface. On a également un autre phénomène, puisqu'il faut bien amener après l'humidité qui est au cœur vers la surface, qui est un phénomène de diffusion ou de circulation de l'eau dans le bois. Et la combinaison de ces deux phénomènes va me donner en fait le séchage d'une façon globale. Alors, pour ces deux phénomènes, on va essayer de les accélérer ou de les ralentir en fonction des résultats qu'on va vouloir obtenir à la fin. Et pour ça, on a différents paramètres de process. Donc, ces paramètres vont être toujours les mêmes. On va avoir la température de l'air qu'on va contrôler. On va avoir l'humidité relative de l'air aussi qu'on va contrôler et qu'on pourra exprimer généralement sous forme d'humidité d'équilibre des bois, qui va dépendre de la température, de l'humidité relative de l'air. On va avoir la vitesse d'air. Donc ça, c'est un paramètre qui indirectement finalement va réguler mon humidité au niveau des sillages. Plus l'air circule vite, plus je chasse l'humidité au niveau des sillages. Et puis un paramètre qui est, alors là pour le coup pas toujours utilisé, par toujours mis en œuvre, qui est la pression et qui va concerner bien évidemment les séchoirs sous vide. Donc, une diminution de la pression va impacter sur le séchage. Alors, ce qu'on voit très rapidement sur ces paramètres, c'est que la température et la pression vont se comporter de la même manière, c'est-à-dire que c'est des paramètres qui vont agir à la fois sur l'évaporation et la circulation de l'eau dans le bois. Quand j'augmente la température ou quand je diminue ma pression, je favorise à la fois la circulation de l'eau dans le bois et l'évaporation. Si j'ai des bois trop secs en surface qui vont provoquer des fentes, je vais donc essayer de favoriser la circulation du cœur vers la surface, donc augmenter plutôt la température. En revanche, pour éviter une évaporation qui soit trop forte, je vais augmenter pardon, l'humidité pour limiter l'évaporation et avoir des bois plus secs. Donc là, ça peut être contre-intuitif, c'est des choses qu'on voit souvent, mais ce n'est pas la température qui va généralement provoquer ces problématiques de déformation, de fente, mais c'est bien des problématiques d'humidité en fait qui vont être mises en œuvre là-dessus. Voilà, donc après, le jeu va être de toujours adapter ces paramètres pour atteindre les qualités qu'on souhaite. Alors, encore une fois, toujours d'une manière empirique, hein. Actuellement, le séchage reste à ce stade empirique, même s'il y a un gros travail qui a été fait pour adapter l'ensemble de ces paramètres aux essences, aux qualités, aux différentes attentes.
Donc le but, ça va être de trouver l'optimum entre la qualité, la durée de séchage, la consommation énergétique et donc in fine le coût du séchage et la qualité. Alors pour mettre ces principes en œuvre, on a différentes solutions. Alors le séchage naturel, je mets toujours naturel entre guillemets, puisque dans la nature, donc sans aucune intervention humaine, l'arbre finit par mourir et à se dégrader, donc il n'y a pas vraiment de séchage à proprement parler. On pourrait parler de séchage à l'air libre. On va avoir des pré-séchoirs, donc là, dont le but n'est pas de sécher jusqu'aux humidités qui sont visées, mais bien d'enlever l'eau donc jusqu'à environ 30% d'humidité, l'eau la plus facile à enlever. Ensuite, on va voir tout ce qui est séchoir air chaud climatisé. Donc là, c'est de loin les équipements les plus installés, de par leur polyvalence. On reverra le principe par rapport à ça, justement. Et aussi du fait qu'ils soient facilement couplable avec une chaudière biomasse, hein, dont le développement était important ces dernières années. On va avoir aussi tout ce qui est séchoir pompe à chaleur. Des fois, on utilise le terme de déshumidification. Bon, l'intérêt peut être dans le cas d'un fonctionnement avec uniquement une source électrique disponible, hein, parce que ces séchoirs fonctionnent avec de l'électricité. Et on a les séchoirs sous vide, alors qui vont être de différents types, qui vont pouvoir être alimentés notamment en énergie thermique de différentes façons, mais qui ont l'intérêt de pouvoir aller surtout très très vite, alors qui ne peuvent pas être utilisés pour absolument tout dans tous les cas, mais qui permettent d'accélérer de façon très importante le séchage, pardon, donc qui ont un intérêt de ce point de vue-là. Alors, j'ai repris les données d'une étude de 2020. Je n'ai pas trouvé d'actualisation, alors des chiffres qu'il faut prendre avec prudence, évidemment, parce que du temps a passé et il y a un développement, je pense, de moyens de séchage, bah, notamment du fait des politiques publiques qui sont mises en œuvre, hein, et des politiques d'aide qui sont importantes là-dessus. Mais on avait, à ce stade, selon cette étude, 18% des feuillus et 14% des résineux qui étaient séchés artificiellement, ce qui est en fait très faible, hein, et c'est des données qui ont certainement augmenté depuis, qu'il faudrait réactualiser et qui sont, selon moi, amenées encore évidemment à monter très au-delà, puisqu'on l'a vu pour des questions notamment de bois d'ingénierie, hein, on va avoir besoin de plus en plus de volume de bois séché. Alors, en ce qui concerne le séchage naturel, on a parlé, je l'ai mentionné précédemment. Alors, déjà, deux façons de faire, hein, en première approche, sous abri ou pas. Donc, si vous mettez des bois fraîchement sciés sans abri, le risque, c'est aussi qu'il pleuve dessus en fonction de la saison. Et puis donc, on n'arrive pas réellement à sécher, notamment en période hivernale. Donc là, en fait, c'est pas vraiment du séchage, ça correspond plus à du stockage. L'autre problème, quand on sèche hors abri, c'est qu'on va avoir le soleil qui va taper directement dessus, des augmentations locales de température très importantes et finalement des dégradations très importantes. C'est-à-dire que on n'est pas dans un séchoir artificiel, on va aller beaucoup moins vite, mais on peut, en termes de qualité, avoir des dégradations aussi importantes qu'un séchage artificiel non maîtrisé, voire même plus importantes, encore une fois, parce qu'on ne maîtrise pas. Donc, en première approche, le conseil serait évidemment d'abriter les bois par un toit, hein. C'est un premier élément qui peut déjà éviter pas mal de problèmes. Le souci, c'est qu'on ne va pas avoir de maîtrise, en tout cas des paramètres dont on parlait, température, humidité, vitesse d'air, hein. La vitesse d'air, il n'y a pas de ventilateur, mais il y a par contre une vitesse de vent qui va être variable. Bon, la pression va peu varier, hein, c'est la pression atmosphérique évidemment. Le séchage, de toute façon, il va être lent, alors sauf cas particulier euh, conditions estivales où le séchage peut être éventuellement très rapide ou trop rapide, mais d'une façon globale, on va aller quand même beaucoup moins vite. On va aller beaucoup moins vite, on ne va pas être homogène, on l'a vu, c'est difficile d'avoir de l'homogénéité. Imaginez des grandes piles de bois, le vent va peut-être pas être assez fort pour rester homogène et traverser les piles, donc on va avoir des conditions de séchage très différentes en fonction des conditionnements. Si vous avez un site de stockage avec des conditions d'humidité variables, avec par exemple un ruisseau qui peut passer à un endroit, un talus qui va protéger un endroit du vent ou pas, etc. Donc il y a plein de paramètres. Ben, on va avoir des valeurs de température, d'humidité qui vont varier énormément et donc un séchage qui va être extrêmement variable.
Donc ça, évidemment, ça interdit tous les usages où une forte homogénéité est requise. L'avantage, c'est d'un point de vue investissement, évidemment, bah, c'est relativement limité, hein, mais après, il faut voir aussi par rapport aux produits donc, qui sont à mettre en œuvre, quelle est la qualité attendue. Et évidemment, quand on a besoin de forte qualité, donc à la fois qualité, absence de défaut et puis forte homogénéité, ben, là, je ne ferai pas l'économie, on va dire, d'investissements qui vont permettre de passer sur du séchage artificiel. Alors, vous avez un exemple ici de conditions, c'est l'humidité d'équilibre. Donc, ce vers quoi vont tendre les bois en fonction de la saison, ça, c'est des mesures qu'on avait faites dans des piles de bois. Et donc, il y avait une pile de bois qui était pesée en continu. Et ce qu'on voit en fait schématiquement, c'est qu'en période estivale, ici, ben, on a des conditions hygrothermiques favorables au séchage. On voit la perte d'humidité dans cette phase-là de la pile de bois, puisqu'elle perd en masse, donc l'eau s'évapore. Et puis, dans une phase hivernale, là, l'humidité d'équilibre, ce vers quoi va tendre les bois, ça va être très élevé et la pile de bois va reprendre en humidité, on le voit ici, par la reprise de masse. Donc ça, c'est des phénomènes qui se produisent effectivement en termes de séchage artificiel, en termes de séchage ou en termes de conditionnement après séchage. Et là, imaginez forcément stocker des bois en période hivernale, ben, vous allez avoir une reprise d'humidité si les bois sont secs, ce qu'on veut évidemment éviter. Alors, pour ce qui est du séchage artificiel, avec un focus particulier sur ici le schéma d'un séchoir air chaud climatisé. Alors les principes vont être généralement les mêmes sur d'autres séchoirs. Je vais mettre un peu le sous-vide de côté parce il y a le paramètre pression qui va jouer en plus, mais finalement on revient toujours sur la même façon de gérer les choses quand on raisonne de façon globale. Donc on va réguler des paramètres de séchage qui vont être la température, l'humidité relative et la pression dans le cadre du sous-vide. Essentiellement la température et l'humidité relative. Alors, j'ai pas mis la vitesse d'air, puisque la vitesse d'air, en fait, on va d'expérience essayer d'avoir une vitesse d'air minimale correcte. C'est assez rare finalement par rapport aux installations de pouvoir vraiment jouer dessus, mais la vitesse d'air, surtout, elle agit de façon indirecte sur l'humidité relative finalement. Voilà, au niveau des sillages. Donc le principe, c'est le suivant. Donc on va ventiler, hein. Donc ici, vous avez une ventilation qui est au-dessus d'un faux plafond qui passe au travers de la pile de bois et on impose une température qui va être régulée par des batteries de chauffe qui vont apporter de la chaleur et on va pouvoir réhumidifier ou extraire l'humidité pour réguler l'humidité relative. Tout ça est mesuré par des capteurs et le séchoir doit le faire de façon automatique. Donc on voit alors, maintenant des régulations qui sont encore, on va dire, sous forme un petit potentiomètre qu'on va régler où on impose, on met une valeur température, une valeur d'humidité, c'est fait manuellement, on va dire, au quotidien. Ça, évidemment, ça permet absolument pas d'avoir un optimum, mais la grande majorité des régulations, la quasi-totalité même maintenant, se base sur des capteurs qui vont réguler le séchage de façon automatique par rapport à des consignes qu'on aura données initialement. Donc, il faudra à la fois avoir un équipement performant et puis des consignes qui soient adaptées. Bon, le séchage, on l'a dit, il est plus rapide et il est de qualité supérieure s'il est maîtrisé. Évidemment, si je fais n'importe quoi, par exemple si je mets 0% d'humidité, je vais avoir de gros problèmes d'un point de vue qualité. Et donc, de ce point de vue-là, je ne vais pas gagner. Mais si je maîtrise le séchage, là, je vais réussir à avoir une une bonne qualité et donc avoir un intérêt à ce séchage artificiel. Alors pour pouvoir y arriver, il faut quand même respecter certaines choses. Donc un matériel qui soit aussi performant que possible, hein. Si votre séchoir est limité, ben, vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez avec. Alors j'ai insisté sur le terme de entretenu. On voit quand même assez fréquemment des équipements où on a des capteurs qui sont un peu dysfonctionnels, des parois qui vont être percées, des systèmes de déflecteurs qui ne fonctionnent plus. Donc ça va être très néfaste au séchage, hein, donc pour différents aspects. Adapté à l'activité également. Si j'ai uniquement un séchoir sous vide, par exemple, et que je veux sécher du chêne de l'état frais de sciage
à l'état sec, 12%, je vais avoir un petit problème parce qu'en fait, je ne peux pas mettre mon chêne en séchoir sous vide au-dessus de 30% d'humidité. Voilà, c'est un exemple. Après, il y aura les aspects de dimensionnement aussi qui vont entrer en compte, bien évidemment. Et puis pour mettre ça en musique, et ça c'est peut-être le plus important, avant même d'avoir un équipement, c'est d'avoir un personnel qui est formé. Pourquoi avant même potentiellement d'avoir l'équipement? Bah, parce que quelqu'un qui est formé, qui connaît le séchage, va pouvoir orienter les choix d'investissement, connaître donc la performance des équipements, qu'est-ce qu'il va falloir en termes aussi potentiellement de dimensionnement, de fonctionnement, etc. Et puis pour la mise en œuvre du séchoir, bah, si on a un super équipement, si on a une Formule 1 et puis que finalement on a quelqu'un qui n'a pas le permis pour la conduire, ça peut être un petit peu problématique. Voilà, donc ensuite, il y a aussi des limites qu'il faut accepter et il faut plutôt se dire j'ai des limites et je les respecte et je fais en sorte de m'adapter à ces limites que l'inverse. Le cas suivant pose de grandes difficultés. Par exemple, sécher des mélanges d'essence ou de sections de bois. Qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Je vais avoir des vitesses de séchage qui vont être extrêmement variables et donc je vais avoir une hétérogénéité à la fin ou des problématiques de qualité. Considérez que c'est très simple, donc voilà, finalement, je ne gère pas grand-chose, je vais avoir aussi des grosses problématiques de ce point de vue-là. Être considéré comme irréversible, donc ça va concerner le stockage, hein, c'est pas parce que j'ai séché à une valeur que tout est réglé. Et puis être mené avec un équipement vétuste, et ben là, c'est que je ne pourrais tout simplement pas réguler mon séchage. Voilà, donc la problématique majeure, c'est la qualité des bois. Donc si je veux avoir une qualité adaptée, mais il faut que j'ai des conditions de séchage adaptées. Donc là, notamment, bah, il faut que j'ai une formation qui me permette de le faire. Si j'ai une problématique de matériel défectueux, il faut à la fois que j'ai un entretien qui soit mis en place, qui soit performant, et puis de la formation pour pouvoir détecter le problème, évidemment. Un stockage en de mauvaises conditions, bah là, ça va être des investissements dans des zones de stockage adaptées, protégées, et puis aussi de la formation, toujours, toujours pour prendre en compte cette problématique, pouvoir la détecter. Donc, d'une façon globale, la qualité, c'est peut-être assez peu évalué aujourd'hui, mais c'est une perte de valeur importante, c'est des taux de rebut, c'est des marchés qui ne sont pas accessibles. Des consommations énergétiques aussi, dans le cas actuel, bah, c'est très problématique. Et puis potentiellement, si j'ai des durées de séchage qui ne sont pas optimisées, un matériel qui n'est pas amorti. Donc là, encore une fois, le savoir-faire sera fondamental. Donc en termes de mise à jour au niveau des équipements, bon, on va avoir des systèmes d'économie d'énergie. Par exemple, au niveau électrique, les aspects ventilation, on va mettre en place des variateurs de fréquence pour permettre de réduire la consommation énergétique au démarrage des ventilateurs, hein, à chaque inversion aussi de sens de rotation, donc ça va pas être négligeable. Et puis si j'ai une ventilation suffisamment performante à la base, je pourrais diminuer la vitesse en fonction des cycles et diminuer ma consommation électrique. Au niveau thermique, on peut mettre en place des échangeurs thermiques et ça se fait de plus en plus. Donc, on a vu les impacts de l'augmentation du coût énergétique au niveau de l'extraction. Donc, c'est un système un petit peu euh, comme une VMC double flux où je vais récupérer en fait la chaleur de l'air qui sort pour la réinjecter à l'air qui rentre. Donc, ça, c'est des éléments qui sont évidemment à prendre en compte dans la réponse aux différents appels à projets qui ont été mis en place, hein. Je pense aux appels à projets que l'ADEME a publiés, donc qu'il faut saluer dans la mesure où il va y avoir un financement à la fois des systèmes de production d'énergie durable avec chaudière biomasse, etc., hein, avec des rendements aussi derrière qui sont avisés. Et puis aussi dans les appareils, maintenant dans les séchoirs, ce qui permet d'éviter on va dire, de gaspiller de l'énergie d'une chaudière performante dans un séchoir qui ne le soit pas. Et donc, on a ces possibilités-là à prendre en compte. Et encore une fois, il faut pouvoir le saluer. Alors maintenant, quelles sont les pistes de travail qui vont nous permettre d'améliorer le séchage, hein? Là, c'est plus des pistes de développement à moyen, long terme. Euh, donc, en termes d'amélioration de la qualité, ça, c'est quelque chose qui va être important. Ça va avoir un impact direct sur les taux de rebut ou sur l'acquisition de nouveaux marchés.
On va avoir aussi les aspects diminution de la consommation énergétique, on en parlait. Donc la réduction de l'empreinte carbone, elle est bénéfique pour toute la filière, hein, pour renforcer ce caractère renouvelable et environnemental du matériau en comparaison notamment d'autres matériaux. Et on va avoir aussi directement, et ça, ça a été ressenti très récemment, ben, un impact sur la facture énergétique. On va avoir donc aussi une valorisation autre si on réduit la consommation énergétique. Je pense là aux chaudières biomasse, hein. Une valorisation des connexes qui vont pouvoir se valoriser autrement potentiellement qu'en les brûlant. Ça peut être via de la chimie, de la pâte à papier, etc. Donc il ne faut pas dire que l'utilisation d'une chaudière biomasse, c'est forcément brûler un combustible qui n'ait aucune valeur. Et là, de plus en plus, il va y avoir, on l'espère, une valorisation possible de ces connexes. Donc l'intérêt, il est quand même important d'optimiser les cycles de séchage et de s'inscrire dans le sens de l'histoire, en valorisant euh, au mieux ces aspects-là. Donc, on l'a dit, hein, les aspects sont très empiriques actuellement. Ce qu'il va falloir, c'est déjà progresser sur la mesure de l'humidité en ligne. Si j'ai un séchoir qui est rempli avec des bois qui sont très homogènes en entrée en humidité, j'aurai beaucoup plus d'humidité en sortie et je pourrais optimiser mes cycles plus facilement. Donc, meilleure qualité, meilleure homogénéité à la fin, cycle plus court, donc consommation énergétique inférieure. Donc là, vous avez un exemple, une illustration avec une méthode infrarouge, par exemple, qui permet de distinguer nettement des teneurs en humidité. C'est un exemple, donc il y a certainement un travail important là-dessus. Alors on est un peu limité avec les appareils type résistif ou capacitif pour avoir des valeurs fiables en entrée actuellement. C'est une des pistes de progrès. Donc ça, c'est la meilleure connaissance du matériau en entrée de séchoir. Donc pour ça, on a aussi une meilleure connaissance des approvisionnements qui est avisée, hein. Notamment, bah, les bois, ils vont commencer à sécher finalement avant même d'entrer dans la scierie, avant même d'être sciés. Vous avez ici un exemple de projet où on avait instrumenté une pile de bois énergie, échelle réelle. On voit des variations en fonction de la position des billes dans la pile, une variation de la vitesse de séchage en fonction de la typologie des bois, etc. La prise en compte de ces aspects-là ben, va être bénéfique à l'homogénéité en entrée de séchoir et donc à l'homogénéité aussi en sortie de séchoir. Et puis, in fine, l'objectif sera de pouvoir modéliser en fonction des conditions climatiques aussi externes, de modéliser les vitesses de séchage, donc encore une fois, pour fiabiliser, pour savoir beaucoup plus ce qu'on met dans le séchoir. Je vous parlais sur les déformations de bois de tension. Vous avez la photo de l'arbre en question. Vous voyez qu'il est notoirement penché, donc il a bien formé ce bois de tension. Ça, il faut, et on sait le faire sur des aspects plus mécaniques, mais pas en séchage, il faut qu'on arrive à faire beaucoup plus le lien entre qualité sylviculture et résultat après séchage, comportement au séchage. Parce que ça a un impact qui est majeur, qui est sous-estimé et donc, un tri en amont des bois, certainement, pourrait avoir un double bénéfice, à la fois en limitant les taux de rebut et en optimisant les cycles, donc encore une fois, en limitant aussi les consommations énergétiques de ce point de vue-là. Donc, vous avez la photo que je vous avais remise ici, hein, on voit bien l'impact énorme de la sylviculture à ce niveau-là. Alors une autre piste qu'on explore actuellement, c'est bah, utiliser aussi d'autres sources d'énergie par le renouvelable. Malheureusement, on a beaucoup d'énergies renouvelables qui vont être intermittentes. Je pense à l'éolien, je pense au solaire. Typiquement, le solaire, par exemple, la nuit, ben, il n'y a pas de soleil, donc il n'y a pas de production. Le problème qu'on a, c'est que le séchage, c'est quand même une étape qui est longue et qu'on mène actuellement sur des phases qui vont être constantes. Donc, a priori, on a des éléments qui vont pas tout à fait être bien adaptés. Alors, on a des pistes là-dessus, notamment de travail sur ces oscillations pour prendre en compte aussi des aspects qualité au niveau des bois. Et donc, on a un projet qui est financé par l'ADEME, qui fait la suite à un autre projet qui était également financé par l'ADEME et qui s'appelait SolarWood. Donc, on a testé l'apport d'une énergie solaire du séchage et en voyant quelle était la contribution. Donc, dans une première phase, on modifiait pas du tout la régulation, donc on séchait exactement pareil, mais
on subissait un petit peu l'énergie solaire. Donc, on a vu qu'il y avait un intérêt d'un point de vue environnemental, puisqu'on réduit la consommation énergétique et l'impact, les émissions de CO2 liées au séchage, notamment en fonction des scénarios, mais notamment par rapport à l'utilisation d'une chaudière gaz ou d'un brûleur direct. Par contre, c'était économiquement pas suffisant. Donc, on s'est dit, maintenant, on va mettre en place des conduites de séchage où on va faire varier l'humidité pour tirer au maximum parti de cette énergie qui est aussi intermittente et améliorer le rendement énergétique en renouvelable. Donc là, on a le projet au solaire qui est partenariat avec le LERMAB et Catild, financé par l'ADEME, sur lequel on travaille actuellement sur ces éléments-là. Donc avec des aspects aussi de modélisation pour fiabiliser les choses. Alors, il pourrait y avoir voilà, d'autres pistes de, de recherche qui ne sont pas forcément mises en œuvre actuellement. Donc, l'adaptation, j'ai mis à de nouvelles sources thermiques, donc valorisation de chaleur fatale. Alors ça, il y a notamment dans le domaine de l'énergie, il y a des choses qui sont faites et qui existent déjà. Euh, on a pas mal de production de chaleur fatale au niveau de chaudière, notamment biomasse, où on pourrait augmenter le rendement en séchant, par exemple, du bois énergie, du bois bûche, où les aspects qualité font qu'on peut mettre beaucoup de chaleur, sur des temps courts, et puis finalement s'en servir comme un petit peu un système de valorisation de cette chaleur. Et on aurait une forme de stockage de ce point de vue-là, parce qu'on augmente le pouvoir calorifique des combustibles de ce point de vue-là. Donc finalement, la bûche pourrait être vue comme une sorte de batterie un petit peu low cost en valorisant une chaleur fatale. Alors, une piste, je pense, qui peut être très intéressante, c'est l'amélioration de la performance du séchage à l'air libre, puisque c'est très utilisé. Donc l'idée, c'est d'aller mesurer les conditions réelles. On ne peut pas réguler, mais on mesure simplement les conditions de l'air. Et puis on adapte d'une façon très simple pour éviter les aspects déformation, défaut, fente, etc. et améliorer l'homogénéité. Par exemple, je suis en été, il fait très très chaud, très très sec. J'ai des conditions qui sont à risque en termes de production de fente au niveau de mes sillages. Eh ben, je vais tout simplement mettre en place un filet anti-vent donc sur un système de hangar agricole. Ça se fait en agriculture, voilà, donc on peut le faire d'une façon relativement simple, sans avoir de consommation énergétique par rapport à ça, et on pourrait améliorer de façon très sensible la qualité de ce point de vue-là. Bon, il y a tout ce qui va être aussi utilisation d'outils numériques, à la fois sur le cycle de séchage, avec des notions d'intelligence artificielle qui vont certainement pouvoir venir aider à la compréhension d'éléments qui sont multifactoriels, donc très difficiles à appréhender pour le cerveau humain. Donc des outils numériques de ce point de vue-là sur le cycle de séchage et sur la traçabilité, encore une fois, par rapport à la valorisation de différentes qualités de bois qui vont produire des résultats différents en termes de séchage. Voilà, donc ça va nécessiter forcément des changements en termes de collecte de l'information, en termes d'automatisation des données, et c'est une piste, là, je pense, à plutôt long terme. Voilà, et enfin, on va terminer, alors comme je disais, sur quelque chose qui ne va pas concerner le séchage à proprement parler, mais le traitement phytosanitaire, NIMP15, mais qui se mène dans des séchoirs, pardon, donc qui concerne tout le secteur de l'emballage. Donc, l'objectif est très différent du séchage, on l'a dit, c'est pas de baisser la teneur en eau, c'est de tuer les organismes nuisibles. Donc, on peut le coupler, et j'ai même envie de dire, il faut coupler cet objectif au séchage. C'est là qu'on arrivera à optimiser, rentabiliser le temps de séchage pour faire le traitement. Donc là, l'objectif, il est très simple en IMP15, il est beaucoup plus rapide à atteindre que le séchage en tant que tel, c'est qu'on monte les bois à 56 degrés à cœur pendant 30 minutes. On voit que c'est très différent d'un cycle de séchage qui, lui, va durer plusieurs jours généralement. Donc c'est le seul traitement qui est autorisé en France pour l'UNIMP15, c'est ce traitement à la chaleur. Alors, il y a des traitements maintenant, euh, on utilise des gaz, mais c'est pas utilisable à une échelle industrielle, c'est beaucoup plus complexe à gérer, donc on va le mettre de côté. Ça nécessite donc un agrément à respecter, un programme de conformité qui est édité par le ministère de l'Agriculture et la DGAL en particulier. Donc ça, il y a un aspect réglementaire à respecter. Et
au-delà de l'aspect réglementaire, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est les conséquences. Donc, si jamais le traitement est mal réalisé ou pas réalisé, le contexte il est potentiellement dramatique pour l'environnement. Le nématode du pain, c'est un exemple qui touche le Portugal actuellement, qui a ravagé des forêts en Asie, donc voilà, qui est lié en fait au transport de bois à l'échelle internationale. Donc, c'est pour éviter ce risque de problème qu'on fait ces traitements-là. Et puis, d'un point de vue économique, bah, si vous avez une problématique de traitement mal réalisé, ça peut coûter des millions d'euros. Donc, évidemment, c'est très lié à la marchandise transportée qui n'est pas maîtrisée par le producteur d'emballage. C'est tout le risque de la problématique. Donc, à ne pas confondre par contre avec le traitement haute température, puisque le traitement haute température, on vise à modifier chimiquement le bois, on monte à plus de 200 degrés. Le traitement en IMP15, on monte à 56 degrés pendant 30 minutes. On n'altère absolument pas le bois, on ne lui donne pas de nouvelles propriétés de durabilité. Tout ce qu'on fait, c'est tuer les organismes nuisibles, donc essentiellement des insectes qui sont des larves d'insectes qui sont présents potentiellement à l'intérieur du bois. Voilà, donc il y a deux types de traitements qui sont possibles actuellement, toujours en traitement avec donc à la chaleur 56 degrés 30 minutes, des sondes dans l'air ou des sondes dans le bois. Le résultat finalement visé est le même, monter les bois à 56 degrés pendant 30 minutes au cœur des bois. C'est juste qu'on a une application réglementaire qui est un petit peu différente, une façon de gérer les choses un petit peu différente. Donc c'est important de maintenir évidemment l'équipement dans de parfaites conditions parce que donc si on a des variations de température dans le séchoir, si on a des valeurs mesurées de température qui ne sont pas fiables, on risque de ne pas traiter correctement et donc d'avoir de gros problèmes derrière. C'est pour ça qu'il y a un étalonnage annuel obligatoire pour vérifier que les capteurs sont en bon état, ce qui n'est pas le cas au niveau du séchage. Voilà, donc là-dessus, bon, c'est quelque chose qui est très connu des fabricants d'emballage et des améliorations potentielles. Alors, sur des sections de bois supérieures, éventuellement, dans le cadre d'emballage industriel, voilà, on pourrait développer, augmenter en fait la prise en compte de la section par les ABAC. Et puis surtout, ce qu'on va appeler les traitements hyperfréquences, où généralement, on va cibler sur les micro-ondes qui font partie de ces hyperfréquences, c'est un domaine spécifique, qui est autorisé dans la norme internationale. Et là, on n'est plus à 56 degrés pendant 30 minutes, mais à 60 degrés pendant 1 minute. Donc une durée extrêmement raccourcie qui permet d'envisager en fait un traitement sur des convoyeurs en continu, ce qui par rapport à une ligne de production industrielle peut être très intéressant. Donc là, on n'a pas le cadre réglementaire en France qui permet de le faire. Et en gros, il faut faire l'étude qui permet de prouver qu'on est sûr, en fonction de l'appareil mis en œuvre, de la façon de traiter, qu'on tue tous les insectes qui sont dedans. Bon, voilà, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux. J'espère qu'il va aboutir. Donc, c'est pas simple parce qu'il y a des aspects très réglementaires qui sont à mettre en œuvre, mais on y travaille. L'autre avantage, c'est que le micro-ondes, alors on consomme une énergie électrique, mais on consomme beaucoup moins d'énergie à kilowattheure, on va dire, de thermique équivalent en micro-ondes qu'en chauffage convectif classique. Voilà. Et puis, alors, en dehors là euh, du traitement NIMP15 dans le contexte global des dépérissements. Donc, on a aussi l'aspect champignon qui peut venir. Je parlais des scolites tout à l'heure. Donc, toujours hein, une mise rapide en séchoir, donc un démarrage du séchage rapide avec une montée en température. On permet de stopper ces développements-là, à la fois en ce qui concerne les insectes et les champignons, pour peu qu'on respecte une certaine température. Et donc, il faut adapter en fonction évidemment de l'organisme qu'on cible, mais si on attend avant de mettre ces bois-là en séchoir, de les sécher, hein, vraiment une problématique logistique, gestion des flux, eh ben, on a un risque important de ce type de développement. Voilà, j'en finis pour ma partie et je redonne la parole à Fanny pour conclure. Merci Clément. Euh, donc on a vu les multiples technologies qui existent et selon les problématiques. Euh, J'espère que cette intervention a pu répondre à certaines interrogations et je vois que d'autres interrogations ont été écrites et c'est très bien. Euh,
J'espère que aussi le fait d'aborder le séchage peut vous donner de nouvelles perspectives, vous a fait réfléchir sur des projets à venir et sachez que au moins sur la région Hauts-de-France, si vous avez de tels projets, l'interprofession peut vous accompagner euh, dans la recherche de dispositifs de financement, dans le relationnel avec les banques. Nous avons quelqu'un dont c'est la mission et qui sera donc ravi de vous apporter un appui technique. Euh, voilà.